Merci beaucoup, cher ami. C'est avec un grand plaisir que je réponds toujours. Je suis à votre disposition pour toute manifestation scientifique. On est des amis, on est des voisins. Donc, chers amis aussi, tous les collègues gastro de la GEN, chère communauté nationale de gastro-entérologues et aussi chers confrères, toutes spécialités confondues aussi. Je pense aussi des médecins généralistes qui peuvent être connectés. Donc, le topic aujourd'hui est de parler, comme a dit Dr Hamoud, d'un sujet très important dans notre pratique quotidienne. Donc, c'est la stéatose en général, les stéatopathies et aussi de la stéatohépatite et ce qu'on appelle la NASH, stéatohépatite non alcoolique. Donc, ce spectre très large de pathologies, il englobe les stéatoses hépatiques ou stéatopathies qu'on appelle NAFLD, et la définition, elle est purement histologique. Ils sont définis par l'accumulation de graisse, de gras, au niveau du parenchyme hépatique. C'est une surcharge qui est anormale, qui dépasse 5% du poids du foie. Avec deux grandes entités, la stéatose hépatique pure, qui est une pathologie bénigne, et heureusement qui est la forme la plus fréquente, et aussi une deuxième forme qui est la stéatohépatite et qui est caractérisée par l'installation de lésions nécrotico-inflammatoires. Pour retenir cette entité, il faut éliminer toute consommation excessive d'alcool, inférieure à 30 grammes chez l'homme et à 20 grammes chez la femme, et aussi éliminer toute autre cause d'hépatopathie chronique. Il s'agit d'une affection qui est fréquente, dont le facteur déclenchant sur le plan physiopathologique serait une insulinorésistance, souvent associée à un syndrome métabolique. La NASH, c'est la forme inflammatoire de cette pathologie, et ce qui fait aussi l'intérêt de la question, de par la fréquence, c'est la gravité. Et cette forme inflammatoire, il peut être associée à des complications, pas seulement hépatiques, mais aussi extra-hépatiques. Les complications hépatiques, comme a dit le Dr Hamoud, donc c'est la cascade de fibrose et d'aggravation de fibrose jusqu'au stade de cirrhose, et aussi toutes les complications de cirrhose. Et la complication la plus redoutable, c'est le cancer du foie, le cancer primitif de foie qui survient quasi exclusivement sur un foie malade. Il faut noter aussi qu'on peut avoir un cancer du foie sans passer par le stade de cirrhose en cas de NASH, et que la gravité de cette entité et le fait de possibilités de complications extra-hépatiques, notamment cardiovasculaires, qui peuvent être pourvoyeuses de mortalité. Donc, pour récapituler, le spectre très large de stéatopathie métabolique, la forme inflammatoire qu'on appelle NASH, avec des lésions de fibrose qui peuvent s'installer, qui peuvent donner un stade de cirrhose, voire de cancer hépatocellulaire. Il s'agit d'une entité qui n'est pas très récente, qui a été décrite en 1980 par l'équipe de la Mayo Clinic, et sur une étude rétrospective, ils ont isolé des lames de patients qui présentent sur le plan histologique des lésions identiques aux lésions d'hépatite aiguë alcoolique, à savoir une stéatose, une ballonisation hépatocytaire qui traduit une souffrance hépatocytaire avec des corps de Mallory, une infiltration par des polynucléaires neutrophiles qui traduisent l'activité de la maladie. Chez cette population, il n'y avait pas de notion de consommation excessive d'alcool. Donc, d'où la définition de cette entité qu'on a appelée par la suite stéatohépatite, mais non alcoolique. Cette entité, dans cette population, dans cette étude qui a été premièrement décrite, il s'agissait d'une prédominance féminine, quasiment toute en surpoids, et le 1/4 était diabétique, et il y avait déjà installation de fibrose dans 70% des cas et 15% de cirrhose. Il s'agit d'une maladie qui est très fréquente. Actuellement, elle est
en train de gagner du terrain. C'est la première cause d'hépatopathie chronique aux États-Unis. Première cause de cirrhose aussi aux États-Unis. Il a dépassé même l'hépatite C et l'alcool. La première cause d'hépatopathie chronique aussi en Grande-Bretagne et aussi l'hépatopathie chronique associée au cancer du foie. Et elle est en train de devenir la première indication de transplantation hépatique aux États-Unis. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente et c'est une pathologie qui peut être grave. Aussi, sur le plan épidémiologique, les stéatopathies ou l'INAFLD, c'est une cause qui est pourvoyeuse, ou bien c'est la première cause de cytolyse dite inexpliquée. C'est-à-dire, on a fait le bilan viral, d'hépatite virale, d'auto-immunité et les autres étiologies de cytolyse, on se retrouve sur la NASH ou bien la stéatopathie comme cause d'une cytolyse qui est jusque-là inexpliquée. Il faut savoir aussi que la NASH est la cause majeure de cirrhose dite idiopathique ou cryptogénétique. Aussi, c'est une pathologie qui peut toucher toutes les ethnies, mais avec une prédominance plutôt hispanique qu'afro-américain, tous les sexes, mais prédilection féminine, tous les âges, mais surtout l'âge adulte, 40 à 60 ans, mais on assiste récemment, vu le changement de mode de vie aussi, et le pourcentage d'obésité aussi, avec une augmentation de cette entité, même chez les adolescents, dans certaines séries jusqu'à 10%. Donc la prévalence elle est aux alentours de 20%. Qu'en est-il au Maghreb? C'est une étude qui est un petit peu ancienne où la prévalence de stéatopathie métabolique était de l'ordre de 14% au Maroc. Récemment, comme a dit le Dr Hamoud, c'est plutôt vers 20%. Et c'est presque la même chose dans les pays du Maghreb. Les hépatopathies chroniques actuellement, elles sont dominées par les hépatites virales. Donc, les hépatites virales constituent les 2/3 des hépatopathies chroniques. La NASH ne constitue que 10%. Mais dans l'avenir, dans les 10 prochaines années, il y aura une diminution de la part des hépatites virales avec au profit des maladies non virales, notamment la NASH, qui va être responsable du quart des hépatopathies chroniques dans l'avenir. Donc, c'est une pathologie de l'avenir et donc c'est une pathologie qu'il faut vraiment dépister avant d'arriver à ce stade d'hépatopathie chronique et des complications. Le point déclencheur est le syndrome métabolique et derrière, c'est l'insulinorésistance. Et donc, c'est un surpoids avec plusieurs des échelles de surpoids, donc par l'obésité, obésité classe 1, 2 et aussi l'obésité morbide, plus de 40 kg par mètre carré. Mais ce qui est néfaste pour le corps, c'est surtout cette obésité, cette adiposité viscérale abdominale et qui peut être estimée par le tour de taille. Le tour de taille, la façon la plus correcte de mesurer le tour de taille, c'est au niveau de l'ombilic avec des normes, des valeurs seuils qui sont différentes selon les origines, aussi chez nous, entre 85 et 90 cm. Donc, ce syndrome métabolique, dans la définition, vous la connaissez, donc surpoids, voire obésité, la présence d'un diabète type 2, une dyslipidémie et des troubles, des modifications des chiffres tensionnels. Donc, cette résistance à l'action de l'insuline au niveau des tissus adipeux, des tissus musculaires, mais surtout au niveau du foie, entraîne l'accumulation de graisse au niveau du parenchyme hépatique. Quelle est la relation entre cette insulinorésistance et fibrose? Il faut savoir que la progression de la maladie hépatique est associée à la persistance, voire à l'aggravation des anomalies métaboliques, incluant l'indice de HOMA. Est-ce qu'il y a un consensus pour définir cet indice? Il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus sur le seuil de définition de l'indice d'insulinorésistance en utilisant l'indice de HOMA, mais il y a des indicateurs. Déjà, pour calculer l'indice de HOMA, il faut demander la glycémie, mais c'est en millimoles par litre, la convertir en millimoles par litre, et aussi l'insulinémie à jeun, et puis il y a une équation qui est disponible
en Internet et puis on a cette valeur. En principe, cette valeur qui devrait dépasser 2,2 pour parler d'une insulino-résistance et dont l'augmentation peut être corrélée dans cette étude au degré de fibrose. Après cette introduction, pour montrer l'intérêt de la question, c'est une pathologie qui est fréquente, qui peut être grave, qui peut être dépistée. Et donc, il faut avoir une bonne démarche diagnostique. D'abord, on va entamer cette démarche en 4 points, cette démarche diagnostique. D'abord, il faut évoquer le diagnostic, rechercher une comorbidité hépatique associée qui pourrait accélérer le process de fibrogénèse, éliminer une cause secondaire de NASH et 4e point, le plus important, c'est évaluer l'état de hépatique et surtout la fibrose hépatique. Il faut savoir que cette pathologie est souvent asymptomatique. Et dans la circonstance de découverte de notre pratique, je pense pour la plupart des confrères, c'est le fait de retrouver un foie hyperéchogène à l'échographie. Parfois des perturbations du bilan hépatique, avoir une cétolyse, ou au stade déjà de cirrhose et on est en train de chercher l'étiologie et on fait le diagnostic d'une NASH. Ou bien devant un syndrome métabolique avec des conditions associées, qui est un syndrome d'isobère polykystique, syndrome d'apnée de sommeil, il faut dépister une stéatose hépatique, voire une NASH. Le tableau clinique, il est très pauvre, dominé par une asthénie qui peut être expliquée par autre chose et fait retarder le diagnostic de stéatose ou de NASH, parfois une douleur de l'hypochondre droit, voire une hépatomégalie. Là, il faut faire un examen clinique complet à la recherche déjà de signes cliniques d'hypertension portale, à savoir une splénomégalie ou une circulation veineuse collatérale, voire un épanchement péritonien. Sur le plan biologique, on a dit que les circonstances de découverte, un bilan hépatique perturbé, c'est la circonstance de découverte la plus fréquente. Maintenant, souvent, c'est une cétolyse. Et c'est une cétolyse qui est modérée, qui nous dépasse rarement 10 fois la normale. C'est 1,5, 2, 3, 4 fois la normale. Ce que on retient dans notre pratique ici au CHU, c'est que certains patients présentent aussi une cholestase aux dépens des gamma-GT. Souvent, c'est une cholestase anictérique avec une bilirubine normale, phosphatase alcaline subnormale. Et donc, on a aussi les gamma-GT qui devraient aussi attirer l'attention chez un patient où déjà on pense ou bien on évoque ce diagnostic de NASH. On peut avoir aussi des perturbations du bilan martial, une hyperféritinémie dans le cadre du syndrome inflammatoire. Et bien sûr, il faut évaluer sur le plan biologique les éléments du syndrome métabolique et calculer le score de HOMA. Une notion très, très importante, c'est que dans cette population-là, il ne faut pas attendre un taux de transaminase, des alates et des alates qui est à 10 fois, à 15 fois, comme on a dit. Mais aussi, et même dans la fourchette normale du laboratoire, il faut, dans beaucoup d'études, il suggère que le cutoff devrait revu à la baisse. C'est-à-dire, pour chez l'homme, plutôt 33 unités au lieu de 40 unités et de 25 unités par litre chez la femme. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de corrélation entre le degré de cétolyse et la sévérité de stéatose hépatique et qu'un taux normal de transaminase ne devrait pas exclure la présence d'une NASH et même au stade de cirrhose. On peut avoir souvent un bilan hépatique qui est quasi normal ou bien des azates qui sont supérieurs au taux des alates. Qu'en est-il aux examens radiologiques qu'il faut demander? On a dit que la première circonstance de découverte sur le plan imagerie, c'est le fait de faire une échographie et de voir cette image caractéristique d'une stéatose hépatique, ce gradient hépato-rénal. Donc, l'échographie abdominale est l'examen de première intention. Et cet aspect brillant, on le voit quand il y a une accumulation de plus de 30% de stéatose. Et on a dit que déjà, la définition d'une stéatose, c'est une accumulation de plus de 5%. Donc, on peut avoir une stéatose avec une échographie hépatique normale.
faut savoir que la sensibilité et spécificité, elle est considérable, mais les limites, surtout dans cette population où il y a un BMI qui est important, donc c'est les obèses, quand les stéatoses sont minimes, et aussi, il faut savoir que c'est un examen opérateur dépendant. L'aspect scanographique, déjà, le scanner, ce n'est pas un examen de routine en cas de stéatose. Donc, on le demande quand il y a un aspect hétérogène du foie, quand on suspecte ce qu'on appelle une stéatose focale ou bien un nodule à l'échographie. Et donc, on veut caractériser ce nodule. Est-ce qu'il s'agit d'une stéatose focale ou bien c'est un nodule de régénération, de dysplasie ou voire de dégénérescence. Un aspect aussi très évocateur, c'est l'inversion du gradient. Vous voyez ici, entre le foie et la rate, c'est une hyperdensité splénique qui est supérieure à celle du foie. L'imagerie par résonance magnétique, il peut quantifier la stéatose, mais ça demande, c'est-à-dire un examen surtout par spectroscopie, mais l'IRM, bien l'IRM hépatique peut être demandé en cas de stéatose focale pour différencier une tumeur d'une stéatose focale, mais c'est un examen de deuxième intention après une imagerie dynamique, c'est-à-dire après un angioscanner hépatique. Donc, au total, l'échographie abdominale est l'examen de première intention. Et donc, l'imagerie dynamique, scanner plus ou moins IRM, en cas de doute sur une stéatose focale, voire un nodule hépatique. Donc, évoquer le diagnostic, une stéatose doit être recherchée chez tout patient ayant une insulinorésistance ou un syndrome métabolique. Il faut savoir que la stéatose, elle est possible même chez un sujet mince, jusqu'à 18% des cas dans certaines séries. Et comme on dit, évoquer le diagnostic par une échographie abdominale et un bilan hépatique complet. Inversement, si on découvre une stéatose à l'imagerie, on doit rechercher les paramètres du syndrome métabolique qu'on va voir dans le chapitre prise en charge. Donc, on a évoqué le diagnostic de stéatose. Deuxième étape, il faut éliminer une autre cause, surtout la cause alcoolique. D'ailleurs, la définition, bien la nomination, c'est stéatohépatite non alcoolique. Donc, il faut éliminer toute consommation excessive d'alcool. Demander des sérologies virales avec un profil complet pour pouvoir interpréter le profil sérologique du patient, sachant qu'une hépatite virale peut être associée à une stéatose hépatique. Un bilan d'auto-immunité, voire une hépatite auto-immune, overlap syndrome, CBP, des maladies de surcharge ou une maladie cœliaque. Troisième chose, bien, il faut éliminer une stéatose secondaire qui est très rare, parce que la stéatose hépatique et la NASH sont habituellement secondaires à un syndrome métabolique. Donc, une NASH secondaire à certains médicaments, les corticoïdes et les médicaments qu'on utilise dans notre pratique, traitement d'Imiki, méthotrexate, de la chimiothérapie, ou bien des causes nutritionnelles, à savoir une nutrition parentérale, une dénutrition sévère qui peut être cause de NASH, une pullulation microbienne, une maladie inflammatoire, surtout la maladie de Crohn, ou bien en cas de résection étendue de grêle. Certaines pathologies endocriniennes, à savoir l'hypothyroïdie, l'insuffisance en hypophysaire, ou bien une entité très très rare, mais à évoquer si on a une stéatose sans syndrome métabolique qu'on appelle l'hypo, ou bien l'absence de bêta-lipoprotéines. Donc, on a vu qu'on évoque le diagnostic, on recherche une comorbidité hépatique associée, il faut éliminer une NASH secondaire avant d'arriver à l'étape cruciale dans la prise en charge diagnostique, c'est évaluer l'état hépatique et surtout évaluer la fibrose hépatique. La définition de la NASH, c'est une définition histologique. Est-ce qu'on va biopsier tout le monde avec l'émergence de cette pathologie qui est très fréquente, avec un examen qui est invasif? Ben, la réponse que non. Donc, il faut s'aider de moyens non invasifs d'évaluation de la fibrose. Il y a des moyens qui sont sériques ou bien des scores biologiques se basant sur des prélèvements sanguins. Et aussi, il y a l'élastométrie impulsionnelle ou fibroscan. Quelle est la place de ces moyens non invasifs? Donc, il faut essayer de prédire l'histologie en s'aidant de ces moyens. Le premier score, c'est le NAFLD score ou NFS score. NFS score. Donc, NAFLD score, c'est NAFLD Fibrosis score. Il se base sur des items qui sont simples, qu'on demande en pratique. Donc, l'âge, l'IMC, l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré.
la glycémie, les transaminases, les plaquettes, l'albuminémie. Donc, c'est un bilan qu'on va demander de toute façon. Et puis, on fait ce calcul et c'est disponible et c'est gratuit sur Internet. Et on a des valeurs qui peuvent prédire la fibrose. Il faut savoir qu'une valeur moins de 1, inférieure à 1,45, il indique l'absence de fibrose. Et si supérieur à 0,675, il indique la présence d'une fibrose significative F3 ou F4. Deuxième score bien non invasif, c'est le FIB4, fibrosis 4. Donc, aussi, il se base sur encore des paramètres qui sont simples, c'est transaminase, l'âge et les plaquettes, et un score qui est inférieur à 1,30, il est prédictif d'une fibrose minime, et un score supérieur à 2,67, il est prédictif d'une fibrose sévère. Et remarquez qu'il y a une zone grise, et c'est ça le problème de ces marqueurs non invasifs, cette zone grise où on n'arrive pas à estimer la fibrose et où on peut s'aider d'un deuxième moyen non invasif et qui est le FibroScan. Cette élastométrie, elle repose sur la mesure de la vitesse de propagation d'une onde qu'on va appliquer ici en intercostal. Et donc, cette machine, il va mesurer la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore. Et plus donc le foie plus le foie est dur, donc plus il va donc ça va renseigner sur l'élasticité du foie à travers le parenchyme hépatique. Et cette machine, il va donner des mesures qui sont corrélées à un état de fibrose. Donc, c'est une méthode qui est rapide, qui peut être faite par les jeunes et très jeunes médecins. Et d'ailleurs, elle est faite par les jeunes médecins. Rapide, indolore, il évalue le stade de fibrose. Il y a la limite, c'est en cas de surpoids, mais il y a des sondes adaptées, XL, il y a même des sondes pédiatriques. Il y a des critères de qualité où l'opérateur il doit faire attention au nombre de mesures valides qui doit dépasser au moins les 10 avec un taux de réussite qui est convenable, avec une médiane interquartile pour encore augmenter la fiabilité de cet examen. Ça, c'est pour la fibrose, mais aussi il y a une autre donnée qu'on peut avoir de cette machine, c'est la mesure de l'atténuation de l'onde ultrasonore, ce qu'on appelle CAP, Control Attenuated Parameter, en décibels par mètre, permet une estimation de la quantité de graisse dans le foie. Et donc, le FibroScan, il permet d'apprécier la fibrose, et cette mesure, il permet d'avoir une idée sur la stéatose. Donc, au total, on a des marqueurs non invasifs sanguins de fibrose, le NAFLD Fibrosis Score et le FIB4. Et donc, il persiste une zone grise qui est de l'ordre de 30%, donc un tiers de patients. On ne peut pas avoir une estimation précise de l'état de fibrose, donc on peut s'aider de FibroScan qui diminue encore cette zone grise à 15%. Et donc, d'où les recommandations américaines d'associer ces marqueurs non invasifs pour apprécier l'état de fibrose hépatique. Mais qu'il n'y a pas de test validé pour différencier une stéatose simple d'une NASH. Et donc, la biopsie hépatique, il reste l'examen de référence pour le diagnostic de NASH et l'intérêt de ces moyens non invasifs pour dépister les personnes ou bien les patients qui ont des facteurs de risque d'avoir une fibrose avancée. Et donc, c'est ces patients-là où il faut réaliser une biopsie hépatique. La biopsie hépatique, on la réalise de façon éco-guidée par une aiguille 16 gauche pour avoir un matériel biopsie qui est suffisant, cette carotte, et pour avoir une bonne évaluation de l'état du parenchyme hépatique. Donc, on distingue une stéatose pure, donc cette gouttelette lipidique au niveau du parenchyme hépatique, et cette ballonisation, commence de ballonisation. Et ici, au niveau de la NASH, on a 3 lésions inflammatoires. C'est l'infiltrat inflammatoire, la ballonisation qui traduit la souffrance hépatocytaire avec un début de fibrose péri-sinusudale. Et le critère pronostic majeur au niveau de la NASH, ou bien l'évolution de la NASH, c'est l'installation de la fibrose. Quand est-ce qu'on fait une biopsie hépatique? En cas de diagnostic douteux par rapport aux autres causes d'hépatopathie chronique, ou bien
on évoque le diagnostic de stéatose et de NASH avec des moyens non invasifs et sans amélioration du bilan hépatique malgré une prise en charge adaptée. Ou bien, si on a une stéatose échographique avec des facteurs de risque de fibrose, à savoir un âge plus de 50 ans, une cytolyse prolongée, même minime, et un taux des azates qui est supérieur aux alates, une surcharge pondérale, un bilan lipidique perturbé et un diabète associé. En fait, c'est les critères du syndrome métabolique. L'inconvénient de la biopsie hépatique, c'est un examen qui est invasif et qui a un biais d'échantillonnage, d'où l'intérêt d'avoir une bonne carotte. Il y a des scores histologiques et scores LENAS qui associent donc la stéatose, ballonisation et inflammation lobulaire. Un score supérieur à 5, il définit la NASH. Il y a une zone borderline et un score inférieur à 3, il élimine le diagnostic de NASH. Il y a aussi le stade ou bien un score de fibrose, le NAFLD, c'est le SAF. Pardon. Donc, c'est le SAF qui repose sur l'évaluation de la stéatose, le pourcentage de stéatose au niveau du foie, l'activité définie par le score de NAS qu'on a vu, stéatose, ballonisation, inflammation, et aussi l'installation de fibrose avec les 4 stades de fibrose. Le F4, c'est la cirrhose. Donc, au total, de cette première prise en charge, à savoir la démarche diagnostique, c'est d'abord évoquer le diagnostic de NASH en se basant sur l'échographie abdominale, bilan hépatique et calculer l'indice de HOMA. Rechercher une comorbidité hépatique associée, la prise d'alcool, hépatite virale, médicamenteuse ou hépatite auto-immune. Éliminer une NASH secondaire avant de retenir le diagnostic de NAFLD et de suspecter la NASH. Évaluer la fibrose hépatique, associer un test sérique ou les 2 tests sériques qui sont disponibles, gratuits et très faciles à calculer, à l'élastométrie impulsionnelle ou fibroscan. La PBH doit être réservée en cas de discordance de cette zone grise d'évaluation de fibrose, ou bien en cas de suspicion de fibrose avancée, ou bien si on a intervenu pour corriger les facteurs du syndrome métabolique, mais sans aucune amélioration. L'histoire naturelle, un mot sur l'histoire naturelle, c'est pourquoi on insiste sur l'évaluation de la fibrose, parce que c'est le critère prédictif qui est indépendant des pronostics hépatiques. La progression de fibrose d'un stade, il peut durer 10 ans pour passer d'un stade à l'autre, mais il y a des facteurs qui accélèrent cette progression de fibrose. Dans cette étude récente, on a c'est-à-dire une progression de un stade au bout de 2,5 donc années, et donc on peut avoir une progression rapide de fibrose chez certaines personnes, et donc c'est ces personnes-là qu'il faut vraiment ne pas perdre et accentuer, intensifier les mesures de prise en charge thérapeutique. On peut avoir des complications hépatiques, mais aussi extra-hépatiques, les maladies cardiovasculaires, une maladie rénale chronique ou l'installation ou l'aggravation d'un diabète. Et ce qu'on craint comme complication aussi, c'est la complication ou bien la dégénérescence du parenchyme hépatique en carcinome hépatocellulaire. Il faut savoir que la stéatopathie métabolique est la 3e cause du cancer du foie et qu'on peut avoir un CHC sans passage par le stade de cirrhose. C'est ce patient-là qui est obèse, hypertendu, dyslipidémique. Donc, il a développé une lésion tumorale au niveau du foie gauche et il a été donc opéré sur la pièce du parenchyme non tumoral. C'était une fibrose qui est F1. Pourquoi? Parce que l'insulinorésistance, il favorise en elle-même la carcinogénèse hépatique. Et récemment, on a eu l'individualisation d'un gène qui peut être impliqué dans cette carcinogénèse hépatique qui est liée au syndrome métabolique. La NASH est la 2e indication, est en train de devenir la première indication de transplantation hépatique aux États-Unis. Il faut savoir que la transplantation, il est indiqué en cas de NASH associé au stade de cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire.
la transplantation hépatique offre une meilleure survie, il faut savoir que la récidive sur le greffon de lésions de NASH est possible. Comment surveiller en cas de fibrose? Donc, en cas de fibrose minime, il faut retenir le chiffre 4. Donc, si on a F0, F1, donc c'est 4 ans. F2, c'est on fait un examen non invasif dans tous les 2 ans. F3, donc annuel. Et en cas de cirrhose, c'est une échographie semestrielle et un dépistage du varices par endoscopie. Donc, en conclusion, dans cette première partie de l'exposé, c'est qu'il faut toujours évoquer une stéatose ou une NASH en cas de syndrome métabolique. Et inversement, en cas de stéatose, il faut chercher les éléments du syndrome métabolique, que le diagnostic de certitude et de sévérité repose sur la biopsie hépatique et qu'il faut dépister les patients à risque de progression vers la fibrose et la cirrhose en s'aidant de moyens non invasifs. Retenez ces deux, le FIB4 et le NAFLD score et le FibroScan s'il est disponible. Pourquoi on insiste sur les paramètres du syndrome métabolique? Parce que la prise en charge repose sur la correction de ces paramètres. Donc, des mesures diététiques, une activité physique, réduction pondérale, et donc il faut encourager le patient à changer son mode de vie. Et comment? Il faut essayer de le convaincre, lui expliquer les enjeux. Il faut essayer d'avoir une adaptation nutritionnelle avec l'encourager à perdre du poids parce que c'est prouvé que la perte du poids, il améliore l'insulinosensibilité, il diminue le processus de fibrogénèse et aussi il protège contre la libération des cytokines pro-inflammatoires. On a aussi des médicaments, des insulinosensibilisateurs et aussi d'autres classes thérapeutiques qu'on va voir par la suite. Notion très importante, c'est l'éducation thérapeutique avec une coopération pluridisciplinaire. Et il faut prendre en charge tous les composants du syndrome métabolique de façon individuelle. Quelles sont les recommandations diététiques? Donc, il faut réduire l'apport calorique pour pouvoir perdre du poids. Donc, avoir une alimentation équilibrée, pauvre en gras saturés, pauvre en cholestérol, riche en fibres grâce à leur action antioxydante. Il faut conseiller aux patients d'arrêter tout facteur qui peut accélérer le processus de fibrogénèse, à savoir les consommations d'alcool et aussi le tabac qui a une action nocive. Quel est le régime qu'on peut conseiller? C'est le régime méditerranéen et donc une alimentation riche en acides gras monoinsaturés, en fibres, en polyphénols, riche en protéines végétales, pauvre en protéines animales et en acides gras saturés, pauvre en sucre à haut index glycémique, et il faut conseiller l'eau comme boisson de choix. Dans une étude de l'équipe de Rotterdam, donc il a montré que la consommation du café et de thé aussi aux herbes est associée à une élasticité hépatique faible dans la population générale. Et même dans leurs conclusions, ils disent que le fait de boire 3 tasses de café par jour, il peut prolonger la survie dans la population générale. Et ça, c'est une étude se basant sur le FibroScan. Deuxième recommandation, c'est l'activité physique. Il faut avoir un exercice, une activité physique régulière, modérée à intense en fonction du degré de la gravité de la NASH, conseiller 1 heure par jour, au moins 5 jours par semaine. Le sport le plus conseillé est la marche, avoir 10 000 à 12 000 pas par jour, soit du jogging, soit du cyclisme ou de la natation, dans le but d'avoir une perte calorique de plus de 400 kilocalories par jour. Ceci va favoriser la perte du poids tout en maintenant une masse musculaire. L'activité physique, donc, il améliore le contrôle du poids même à long terme. Et l'objectif, en cas de NASH avec surpoids ou obésité, c'est avoir une réduction pondérale de 7 à 10%, tout en maintenant une nutrition saine, équilibrée avec une restriction calorique. Qu'en est-il au NAFLD, au NASH sans obésité? Aussi, une réduction pondérale, mais avec un objectif de 3 à 5%, même avec un BMI normal, avec une action ou bien un effet
très bénéfique sur les lésions hépatiques, surtout chez les patients qui ont pris du poids récemment ou bien qui ont une obésité abdominale. Il faut savoir que l'exercice physique, il diminue le contenu lipidique intrahépatique et normalise aussi le taux des transaminases. Donc, quelle modification du mode de vie en pratique? Donc, un régime hypocalorique, pauvre en sucre rapide et en fructose, riche en sucre lent, hypolipidique, riche en fruits et légumes et en diminuant, voire faire aider au sévrage d'alcool. Tout ça, donc, on parle d'activité physique, réduction pondérale, mesures diététiques. Donc, il faut essayer, encourager à changer le mode de vie, changer le style de vie. Et donc, ça nécessite une motivation et un engagement de la part du patient. Donc, et pour qu'il s'engage, qu'il soit motivé, il faut qu'il accepte, il faut qu'il comprenne les enjeux de sa pathologie. Et il faut aussi, de notre part, avoir les bonnes réponses aux questions des patients. Il faut avoir des objectifs spécifiques, individualisés pour chaque patient. Plusieurs schémas, soit un self-monitoring, c'est-à-dire avoir un journal alimentaire. Avant de dire aux patients quels seraient les conseils diététiques, il faut d'abord demander qu'est-ce que vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez d'abord? Quel est votre journal alimentaire? Il faut que le patient ait un feedback, auto-feedback régulier. On peut avoir aussi un travail de groupe, mais groupe discret, et essayer que le groupe soit le plus homogène possible, avec une équipe multidisciplinaire dédiée, pouvant avoir une interaction continue avec le patient. Cependant, cette attitude n'est pas établie, même c'est-à-dire dans notre contexte, dans un centre universitaire, c'est difficile de la mettre en place, et encore, ce n'est pas remboursé et ce n'est pas soutenu par le système de santé. Vous voyez, cette action, cette intervention chez plus de 3000 personnes en surpoids, et ils ont été répartis en 3 groupes. Un groupe où il y avait un changement de mode de vie, un groupe où on a instauré un médicament, un insulino-sensibilisateur qui est la metformine, et un groupe de contrôle. Et bien, les résultats qui ont été publiés en 2002 dans le NEJM, il y avait une incidence réduite du diabète dans le groupe de 58% dans le groupe changement de mode de vie versus 31% dans le groupe metformine, qui a été publié. Ce résultat, eh bien, cet effet il a été maintenu à long terme, il a été publié 7 ans après dans le Lancet. Donc, il y a un bénéfice clinique majeur du changement de mode de vie des patients avec la réduction pondérale, avec un objectif de plus de 10% pour essayer de réduire la fibrose. Il faut savoir que les stéatopathies en aphèle, c'est une maladie systémique, et donc d'autres mesures sont importantes au succès de la prise en charge, à savoir une prévention du diabète, parce que prévenir le diabète ou bien le gérer, ça permet un meilleur contrôle de la maladie hépatique. Ça permet aussi de réduire les autres complications extra-hépatiques, à savoir cardiovasculaires et rénales, et encore améliorer la survie. Ce maintien de la perte pondérale, il se réduit ou bien il diminue au fil du temps, d'où l'intérêt de le maintenir. Comment? Donc, il faut éviter toutes les conditions barrières au changement. Et dans cela, plusieurs approches peuvent être proposées, soit Internet-based approach et Self-Management Programme, qui est moins efficace. C'est plutôt le face-to-face programme, et dont l'avantage est d'avoir une large audience avec un moindre coût. Dans cette étude, où il y avait le maintien de l'effet bénéfique chez des jeunes patients en maintenant une activité physique à 2 ans, et qu'il n'y avait pas de différence entre un médicament qu'on va voir et les modifications intensives du mode de vie en matière de perte de poids, de tests sanguins et de marqueurs de fibrose. Donc, l'idée, c'est d'essayer de maintenir les changements de mode de vie en faisant des petits groupes et essayer de maintenir ce mode de vie pour avoir une action sur la fibrose à long terme. J'ai insisté sur le côté changement de mode de vie parce que je commence le chapitre traitement. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut proposer aux patients pour traiter la NASH? Il faut savoir qu'il n'existe actuellement aucun médicament qui a l'AMM pour le traitement de la NASH, et que les études phase 3, il manque parce qu'il nécessite le recours à une biopsie hépatique,
Il faut savoir que les premières études ont montré l'efficacité de la vitamine E en l'absence de cirrhose et chez les patients non diabétiques. Aussi, la pioglitazone qui est la même pour traiter le diabète, mais aussi une efficacité prometteuse sur la NASH chez les patients diabétiques en pré-diabète. On va voir un petit peu d'autres médicaments qui sont indiqués dans le traitement de diabète, mais qui peuvent avoir un effet sur la NASH. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de prescrire un médicament de la NASH sans biopsie, sans preuve histologique. Donc ça, c'est le premier message et c'est les recommandations de toutes les sociétés américaines, européennes et asiatiques. On n'a pas le droit de donner un traitement médical sans preuve histologique. Maintenant, quels sont les médicaments réservés aux patients qui ont une NASH et surtout qui ont une fibrose? Donc, les médicaments recommandés, je parle de la vitamine E et de la pioglitazone recommandés par les sociétés américaines et européennes. Et il faut voir que toutes les autres molécules, soit elles ne sont pas recommandées, soit elles nécessitent encore d'autres études. Donc, la pioglitazone et la vitamine E, il a eu donc une efficacité un petit peu significative par rapport au groupe contrôle en matière de fibrose et aussi des lésions de NASH, et que la vitamine E réduit le score de NASH et fibrose dans cette méta-analyse. Et cette méta-analyse qui, dans la conclusion, est d'innicher les bons candidats au traitement par vitamine E. C'est-à-dire, les bons candidats par vitamine E seraient les patients obèses, âgés de entre 15 et 50 ans, avec des ASAT supérieurs à 50 unités et avec un engagement du patient de perdre 5 à 10 kilos. Donc, pour que la vitamine E puisse avoir un effet sur le score NAS et sur la fibrose, il faut que ça soit accompagné par une perte pondérale. Et donc, la pioglitazone aussi a un effet dans la NASH en présence de diabète ou bien en absence de diabète. Il faut savoir que l'utilisation de ces médicaments, il doit être personnalisé parce qu'ils ne sont pas anodins. Et il y a des risques ou bien des données de décès, d'AVC hémorragique ou d'augmentation de cancer de la prostate pour la vitamine E et même de cancer de VICI. Elle a été retirée du marché dans certains pays, la pioglitazone, parce qu'il y avait des cas de cancer de VICI. Et donc, l'utilisation de ces médicaments, il doit être personnalisée et il faut toujours évaluer le risque-bénéfice des patients. Quel est le rôle des nouveaux antidiabétiques? Il y a des médicaments qui ont l'AMM pour le traitement du diabète et qui ont un effet prometteur dans les NAFL, les stéatopathies et les NASH. Elles sont indiquées chez les patients diabétiques type 2, adultes et obèses. Les guidelines américaines, ils recommandent les analogues glucagon-like peptides avec efficacité sur la perte pondérale. Il y a aussi une autre classe qu'on appelle les inhibiteurs SGLT2, les glyphosines. Qu'est-ce qu'ils font ces inhibiteurs? Ils inhibent la réabsorption tubulaire. Ils entraînent l'excrétion urinaire, rénale de glucose. Et donc, 3 molécules ont été approuvées en Europe, le groupe des glyphosines. Certaines de ces molécules peuvent avoir un effet bénéfique sur les stéatopathies. Et donc, hors AMM, c'est off-label, donc les molécules récemment disponibles ciblant l'insulinorésistance. Donc, il y a l'eraglutide, le sémaglutide, l'exénatide et même le dulaglutide. Donc, on a 2 qui sont disponibles au Maroc, c'est le liraglutide et le dulaglutide. Le liraglutide, c'est une injection quotidienne, sous-cutanée, et le dulaglutide, c'est une injection hebdomadaire. Mais il faut savoir que voilà, donc les essais sont en phase 2 et l'outcome ou bien le endpoint de ces études est d'avoir une résolution histologique. Et donc, ils n'ont pas encore l'AMM. Il y a plusieurs études qui sont en cours. Et donc, il faut attendre qu'ils soient approuvés pour pouvoir les avoir dans l'arsenal et voir aussi leur place exacte dans l'arsenal thérapeutique de cette pathologie. Donc, au total, la prise en charge thérapeutique repose sur les mesures diététiques et sur l'exercice physique qui devrait être recommandé pour tous les patients avec NAFLD ou NASH. Une perte pondérale de 3% améliore la stéatose et une perte pondérale de 7 à 10%, il permet de résoudre la NASH et même de réverser les lésions de fibrose. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement approuvé de la NASH, que ce soit par l'FDA ou l'Agence européenne des médicaments.
et que les guidelines américains recommandent la vitamine E en l'absence de diabète et de cirrhose et de la pioglitazone. Mais on a vu que voilà, effet sur la NAS et sur réduction de la fibrose sans pour autant les indiquer. Et toutefois, avant de les prescrire, si on veut le prescrire, il faut avoir une preuve histologique de la NASH. Et qu'on a des médicaments antidiabétiques qui ont été étudiés, sont en cours d'étude pour la NASH pour voir s'il y a une place dans la prise en charge thérapeutique de la NASH. Je finis par un mot sur la place de la chirurgie pédiatrique, la chirurgie bariatrique dans la prise en charge de la NASH. Il faut savoir que les indications de la chirurgie bariatrique dans l'objectif et le traitement de l'obésité en fin de compte, c'est les mêmes critères consensuels que pour la surcharge pondérale ou l'obésité. Savoir une obésité morbide, plus de 40, ou bien un BMI supérieur à 35 avec des complications sans résolution après un traitement médical bien adapté, ou bien encore un BMI entre 30 et 35 avec un diabète type 2 qui n'est pas contrôlé par un traitement médical et qu'on peut proposer à une chirurgie bariatrique. Les procédures doivent être ou bien peuvent être faites sous cœlioscopie, le bypass gastrique ou bien la sleeve gastrectomie, qui ont une efficacité sur le surpoids, le contrôle du diabète et donc une efficacité sur les éléments du syndrome métabolique, donc pourraient améliorer des lésions de stéatose et de NASH. Et des études à long terme, ils ont montré que la chirurgie bariatrique permet de réduire aussi le risque de complications cardiovasculaires et améliorer la survie. Et dernièrement, on peut avoir cette intervention métabolique de réduction de la capacité gastrique et aussi cette intervention de créant la malabsorption sous endoscopie. Donc, on peut faire et ça se fait donc des sleeves sous endoscopie. Donc, pour conclure, on a vu ce spectre de pathologie très large qui est fréquent et qui est une pathologie émergente parallèlement à l'explosion de l'épidémie de l'obésité et du diabète à l'échelle nationale et internationale. Que le syndrome métabolique est derrière avec comme mécanisme physiopathologique l'insulinorésistance, entraînant des lésions nécrotico-inflammatoires, de fibrose. Le diagnostic de certitude repose sur l'histologie. Il faut s'aider de moyens ou bien de tests non invasifs afin de dépister les patients à haut risque. Insister sur les mesures diététiques et l'activité physique et le changement de mode de vie qui doit être recommandé chez tous les patients. Et changement de mode de vie qui est difficile à atteindre et surtout à maintenir. Et pour cela, il faut essayer de créer un environnement sain du patient avec implication des membres de la famille, essayer un petit peu de sensibiliser les médias pour ne pas faire de pub de toute l'alimentation qui peut nuire à l'état du foie, surtout de ces patients. Et pour cela, il faut aussi avoir un engagement politique. Il faut que cette prise en charge, surtout diététique et nutritionnelle, soit remboursée sur le plan aussi, parce que c'est une perte pour le système de santé. Et il faut que cette prise en charge soit faite dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. Je vous remercie.